Maintenant, l'invité de la matinale. Après avoir été rejetée par le Sénat, la loi sur la fin de vie revient à l'Assemblée. L'occasion d'interroger ce matin Alexis Burnot, qui publie Fin de vie, le cas de conscience, un défi éthique et collectif aux éditions de l'Observatoire. Docteur, bonjour. Bonjour David Abiker. Docteur Alexis Burnot, vous êtes urgentiste mais également médecin en service de soins palliatifs à l'Institut Curie. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique de ce texte sur la fin de vie. D'abord, c'est un débat qui dure. On pensait qu'à l'instar des autres pays européens, à l'instar de l'époque aussi, la France adopterait sans trop d'état d'âme une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Et finalement, non. Comment vous expliquez que la France recule face à ce que certains considèrent comme l'entrée dans la modernité ? En fait, la France est probablement le seul pays du monde qui a autant travaillé sur la question. Nous avons en France une législation qui, au cours de ces 25 dernières années, est allée assez loin. 1999, un droit pour tous à accéder aux soins palliatifs. 2002, la possibilité de renoncer à un traitement. 2005, la possibilité de pouvoir être accompagné, de pouvoir avoir le soulagement de la douleur quoi qu'il en coûte. C'est la loi dite Leonetti. En 2016, de pouvoir jusque dans les situations de fin de vie difficiles, malgré tout ce qu'on peut obtenir, de pouvoir être endormi. Et donc, vous avez eu aussi un Conseil national d'éthique qui a réfléchi pendant des années à se tenir ce chemin difficile entre l'interdiction de l'acharnement thérapeutique et l'interdiction du faire mourir, deux murs infranchissables pour trouver une liberté au milieu de tout ça et peut-être éviter de dépasser des bornes qui font qu'à un moment il n'y a plus de limite. Alors vous parliez de cette évolution dans le monde, oui. Il y a dans le monde un courant, un réseau international composé d'associations qui militent pour bien autre chose que une fin de vie un peu accélérée, mais qui militent pour ce qu'on appelle un droit du mourir, c'est-à-dire la possibilité de choisir le jour et l'heure, de finir sa vie de manière programmée. Et le Sénat l'a d'ailleurs très remarqué et dénoncé dans son rapport de la Commission des Affaires sociales et a dit que le projet avait complètement quitté le champ de la fin de vie pour aller vers ce projet d'autodétermination alors qu'on nous avait dit complètement autre chose. Et donc, si vous voulez, voyant qu'il y a une tromperie qui est en train d'arriver, il y a ce frein, ce coup de frein très fort que les Français ont remarqué, que le Sénat a remarqué, qu'un certain nombre de collectifs ont remarqué, d'associations de personnes handicapées ou fragilisées par la vie. Je pense notamment à l'association Les Éligibles et les Aidants, qui, alors qu'ils ne prennent jamais la parole, ont pour la première fois saisi en disant « mais c'est pas possible, cette loi va trop loin, où va-t-on ?» Et donc je pense que c'est un sursaut national collectif qui fait du bien et qui, j'espère, va mettre un peu de retenue dans les votes dans 10 jours. Et ce qui est assez particulier quand on vous lit, et puis quand on suit l'actualité depuis de nombreux mois, c'est que plus on consulte, plus on réfléchit sur le sujet, plus on doute. Mais ce qui est assez curieux aussi, c'est que les clivages politiques sont pas ceux qu'on pensait. Enfin, je veux dire, les soignants eux-mêmes doutent, se demandent s'ils sont là pour faire ce boulot. Vous avez des gens qui doutent à gauche, vous avez des gens qui doutent à droite. Enfin bref, plus on étudie ce sujet-là, plus on doute. Et d'ailleurs, tous les cas pratiques, plutôt les cas humains que vous signalez dans votre livre, sont des invitations à douter. On sort de là, on ne sait plus ce qu'il faut penser. Mais absolument, mais en fait, l'être humain est ainsi. L'être humain est complexe. L'être humain est relation. L'être humain est nuance. L'être humain est ambivalence. Et nous changeons en permanence d'avis, de point de vue. Ce qui touche mon voisin vient me toucher. Donc, penser que il y a une loi qui rend quelque chose possible pour l'un qui va pas toucher l'autre, c'est complètement faux. On se compare, on se copie. Il y a les effets de mode surtout. Et donc, lorsque nous sommes traversés par la vulnérabilité qui est due à la maladie grave, au handicap, à une épreuve du deuil, au grand âge, eh bien tout ce que je viens de dire est exacerbé. C'est-à-dire qu'on est encore plus sensible à la parole de ceux qu'on aime, on est encore plus sensible à une attention, on est encore plus sensible à une attitude, à une sollicitude, qui alors que l'on peut être un peu déprimé, un peu triste, avoir le goût de peut-être en finir, eh bien vient nous ramener à la vie parce qu'il y a du lien social.
Et puis vous avez aussi l'inverse, cette visite attendue qui ne vient pas, ce mot désagréable d'un proche ou d'un soignant, cette parole dans un média qui vient dire que il serait peut-être temps de partir et que la façon digne de mourir, c'est de se suicider, vient tout changer. Et donc, oui, c'est complexe, l'être humain est ainsi, mais c'est ce qui fait la richesse des rencontres, c'est ce qui fait la recherche de la relation, c'est ce qui fait la recherche de l'altérité. Et dans les rencontres que nous avons en tant que soignants, nous touchons tout ça. Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, plus le temps passe, plus on rentre dans la complexité du genre humain et qu'on écoute ceux qui, dans leur quotidien, en tant qu'aidants de personnes handicapées ou malades, ou de soignants, ou simplement de gens qui aident leurs proches, eh bien, on voit que les choses sont très différentes et comment la vie s'immisce dès qu'il y a une faille qui le permet. Vous racontez dans le livre un certain nombre de consultations que vous avez eues avec des gens, dont certains arrivent en disant moi je veux qu'on m'aide à mourir, je veux connaître le jour, la date et l'heure, et puis vous discutez avec eux sans vouloir les dissuader, mais vous les écoutez beaucoup. Ils rentrent en service de soins palliatifs, et puis là, certains, je vais pas utiliser l'expression s'accrochent jusqu'au bout, certains vivent jusqu'au bout. Absolument. Mais vous savez, ils changent d'avis. Oui, mais en tant que médecin de soins palliatifs depuis 15 ans, je l'ai vécu des centaines de fois, et mes collègues aussi. C'est-à-dire que nous avons parfois la rencontre de quelqu'un qui est en pleine crise parce qu'il n'a pas dormi, crise parce qu'il a eu mal, crise parce qu'il ne se sent pas été accompagné, soulagé, écouté, et il fait la rencontre d'une équipe qui l'écoute, qui entend et qui lui dit donnons-nous quelque temps, et qui essaye de rentrer en confiance. Et il peut changer d'avis parce qu'enfin il dort, parce qu'enfin il est soulagé, et que quand vous avez mal ou quand vous souffrez psychiquement, eh bien vos choix sont plus des choix, vous n'êtes pas libre. Et pour être libre, il faut avoir les conditions de cette liberté, les conditions de ce choix. Et oui, ça m'est arrivé, je raconte le cas de Sylvie, elle avait tout programmé, et puis elle vient un soir aux urgences, et à l'occasion d'une conversation, alors qu'elle venait pour un problème de fièvre, elle raconte tout son projet en Suisse qui est planifié, et elle me dit juste... oui, je suis obligé de partir en Suisse parce que vous n'allez pas me proposer ce projet de suicide assisté. Et je lui ai juste dit, c'est vrai que nous essayons ici de proposer quelque chose d'un peu plus doux. Elle me dit, ah bon quoi? Et elle a découvert tout ce qui était possible. Et donc ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, ne sachant pas tout ce qui est possible en termes d'accompagnement, de soins. Alors évidemment, nous faisons pas des miracles. Nous pouvons pas ramener une famille à quelqu'un qui n'en a pas. Nous pouvons pas faire la visite tant attendue qui ne vient pas. Mais nous pouvons contribuer à remettre la personne au cœur du soin et lui permettre d'être soulagée, accompagnée, d'être en vérité avec elle. Et vous pouvez pas imaginer comme même pour les personnes qui sont très limitées dans leur autonomie, la vie peut reprendre, et c'est eux qui viennent nous faire des témoignages incroyables. Vous avez aussi affaire à des familles qui ont décidé, presque d'autorité, qu'il faut en finir. Vous racontez un cas comme ça, celui d'un médecin de 62 ans qui a un cancer incurable, et vous avez une pression familiale pour dire là il faut le débrancher, là c'est fini, il a assez souffert. Et vous, en tant que médecin, avec vos équipes, vous constatez quelque chose qui est totalement différent. Alors c'est vrai, vous racontez le cas d'un monsieur qui s'était exprimé pour peut-être en finir plus vite, mais qui au cours de son hospitalisation, alors qu'il était en capacité de s'exprimer, ne le demandait plus du tout. Et plusieurs fois, il a dit qu'il voulait continuer comme ça, et il appréciait ce temps qu'il imaginait inutile et qui ô combien a été précieux. Et oui, il y avait une pression familiale, mais il faut aussi comprendre qu'il y avait une pression familiale parce que parfois vous avez des aidants qui, pendant des années, pendant des mois ou pendant des jours et des jours, ont été au chevet et sont fatigués, n'en peuvent plus. Et ça dit aussi combien il est important de s'occuper des aidants. Il y a presque 10 millions d'aidants en France. Et ils ont une place qui est difficile parce qu'ils sont investis d'aller prendre soin de l'autre, et c'est pas toujours facile de prendre soin de l'autre quand on a des politiques publiques qui prennent pas forcément soin, quand on a un regard sur la vulnérabilité qui a changé, alors que nous sommes tous vulnérables sur une planète vulnérable, et que cette vulnérabilité, elle mériterait d'être un peu plus partagée, un peu plus nommée. Ça permet des leviers de compétences incroyables, et ça permet des leviers de solidarité incroyables aussi. Alors, il y a deux textes. Il y a le texte sur les soins palliatifs avec des moyens, puisqu'on a pris conscience que les soins palliatifs, ça pouvait éloigner, retarder ou peut-être annuler le fait de donner la mort. Et vous venez de donner des exemples. Il y a l'autre texte qui consiste à mettre en place l'euthanasie en France. Est-ce qu'une loi peut encadrer un geste qui relève d'abord d'un cas de conscience individuel, celui du malade, mais aussi celui du médecin? Est-ce que ça
ça s'encadre? Parce que vous avez cité plein de lois en introduction, et finalement, ces lois, elles venaient après que les pratiques et la société avaient évolué, et elles sanctionnaient ce qui existait déjà, sans le dire, toujours. En tout cas, ces 4 lois sont toujours restées dans un même esprit du prendre soin, de soulager toujours, de jamais abandonner, de pouvoir endormir dans des situations exceptionnelles, avec un cadre défini qui est de dire je ne m'acharnerai pas de manière inutile et je ne provoquerai pas ta mort. Là, effectivement, on change d'esprit. Est-ce qu'on peut encadrer? Il n'y a pas un pays au monde qui peut encadrer. Et encadrer, ce serait mettre quel curseur? Comment je peux dire à toi, ta fin de vie, elle est exceptionnelle, ou à toi, elle ne l'est pas? Chaque fin de vie est exceptionnelle, on est tous uniques, on est tous exceptionnels. Et vous parliez tout à l'heure de mettre l'euthanasie. Mais vous voyez, le mot euthanasie n'est pas mis dans le texte. Le texte, il s'appelait fin de vie. Puis ensuite, on a changé le mot. Il n'y a plus du tout le mot fin de vie, ni dans le titre, ni dans le texte. Et petit à petit, ce qui a été annoncé dans le préambule de la loi initiale comme un ultime recours pour des gens en fin de vie, pour qui on a tout essayé. Et effectivement, c'est tentant et c'est humain d'imaginer qu'il y a un ultime recours, qu'il y a une échappatoire. Eh bien, en fait, ce texte est venu d'être infiltré par tout un courant qui demande à ce que on puisse le faire pour un maximum de gens. Vous avez des amendements qui vont être votés ces prochains jours pour le faire chez des gens qui ne sont plus en capacité de dire OK, mais qui par une maladie d'Alzheimer l'auraient écrit avant. Vous en avez qui le proposent pour une seule maladie psychique. Il y en a d'autres qui le proposent et que ça puisse être fait en 24 heures. Et déjà aujourd'hui, en 48 heures, on peut avoir une euthanasie. Donc si on n'a pas été capable de pouvoir nommer ce qui est, et si on n'est pas capable de tenir un cadre strict, alors même que le texte n'est pas sorti, ça veut bien dire qu'en fait, on ne peut pas l'encadrer. Et qu'il faudrait, et ce serait bien plus intéressant, d'aller faire valoir les valeurs du soin et de les décliner à toutes les étapes de la vie et à faire des conférences de consensus pour des situations très particulières de gens qui ont des maladies neurologiques et autres, et peut-être au cas par cas, voire autrement. Mais faire du cas par cas en maintenant l'interdit de faire mourir qui resterait une transgression, ce n'est pas pareil que de dire maintenant c'est possible et d'envoyer un message terrible qui est de dire vous êtes éligible et si vous voulez vous tuer ou si vous voulez qu'on vous fasse mourir, eh bien on est d'accord. Ça envoie un message qui vient dire vous êtes vulnérable, vous êtes suicidable, vous êtes euthanasiable. Alors que toute notre démocratie devrait être l'inverse, devrait dire vous êtes vulnérable, et autour de vous on est mobilisable. Et moi je pense que on est dans une situation de crise économique, politique, vous le dites tous les jours, on est aussi dans une crise sociale et il y a une occasion unique face à ce texte qui devient abominable de dire non à ce texte, mais que ça soit un non qui n'est pas un non de ringard, un non pour pouvoir mettre en valeur les valeurs du soin et nommer la vulnérabilité que nous avons tous, que d'autres ont un peu plus, pour la partager et essayer d'avancer ensemble et d'être vivants ensemble. Vous doutez plus du tout? Bien sûr que si, je doute. Je doute au quotidien parce que chaque jour, il y a des situations difficiles et que chaque jour, on est bousculé et qu'on doute tout le temps. Et heureusement, on est en équipe. Vous avez donné la mort, vous, ou pas? Non. Vous avez arrêté des soins je l'ai mal formulé, ma question. Je n'ai jamais provoqué la mort dans l'intention de provoquer la mort, c'est-à-dire, comme ce que propose le texte, de mettre un poison dans une seringue, de pousser la seringue et de faire mourir quelqu'un en 3 minutes. C'est ça l'euthanasie. Par contre, vous avez endormi des gens et vous avez cessé des soins qui ne servaient plus à rien. Absolument, on a arrêté des traitements qui ne servaient plus à rien et ça m'est arrivé plusieurs fois de permettre à quelqu'un de s'endormir parce que il était trop inconfortable et de lui permettre de mourir dans son sommeil parce qu'il allait mourir, ou en tout cas de le soulager au maximum chaque fois que possible, mais en équipe. Et j'ai la chance de travailler à l'Institut Curie, qui est une très belle maison et qui a des plateaux techniques, qui a des équipes en toute douleur, qui a des psychologues et qui permet d'accompagner les proches, parce qu'évidemment les aidants c'est très important. Et grâce à ça, on arrive à avancer. Merci docteur. Merci Alexis Burneau, micro de Radio Classique. Je rappelle que vous publiez Fin de vie, le cas de conscience, un défi éthique et collectif aux éditions de l'Observatoire. À bientôt. Merci. Pour ce que vous faites.